Quand on parle de tribalique d'Henri Lopez, ou même de Jazz au vin de palme d'Emmanuel Dongala, on songe à un genre en particulier, un genre littéraire caractérisé par sa brièveté. Je veux parler de la nouvelle. D'ailleurs, dans la littérature ivoirienne, de plus en plus de jeunes s'adonnent à la nouvelle. Il va sans dire que la nouvelle est aujourd'hui peut-être la porte d'entrée dans le monde littéraire ivoirien. Aujourd'hui, nous recevons un jeune auteur, Seri Ozoa Flore Marie Pascal, qui nous présente Il était une voix, un recueil de nouvelles. Voilà, tout à l'heure dans le décryptage. Seri Ozoa Flore Marie Pascal, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue sur le plateau d'Anteling. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de recevoir une jeune écrivaine, surtout dans un milieu où on dit aujourd'hui que les jeunes ne lisent plus, n'écrivent plus. On sait également que vous avez reçu de nombreux prix, été lauréate de nombreux prix de nouvelles. Pourquoi le choix de la nouvelle? Je ne dirais pas que je l'ai choisi parce que, comme vous l'avez dit, j'ai remporté des prix d'écriture de nouvelles. Donc c'est par ces prix-là que je suis rentrée dans la littérature et dans l'écriture. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas continuer ce dans quoi j'ai commencé. Vous dites, vous ne direz pas que vous avez choisi. Il y a plusieurs genres. Vous pouvez écrire une nouvelle, recevoir un prix dans une nouvelle et dire je veux m'essayer à la poésie ou au roman. Mais pourquoi vous pensez qu'il n'y a que la nouvelle qui soit le canal d'expression pour vous? Bon, c'est pas que la nouvelle qui est mon canal d'expression parce que j'écris aussi des romans. Mais pour l'instant, je me sens un peu plus sûre de moi dans la nouvelle parce que je me dis je maîtrise mieux ce genre-là. Donc, je commence tout doucement pour après gravir les échelons. Vous maîtrisez mieux ce genre, vous le dites. Donc, il était une voix, pas il était une foi. Je pose rarement des questions sur les titres de romans ou de livres parce que je pense que c'est toujours mieux de parler de l'intérieur. Il était une voix. C'est la voix de qui? La vôtre? Oui, la voix d'Ozoa. Généralement, quand on veut conter une histoire, on commence par la phrase « il était une fois ». Donc déjà, c'est pour faire le petit jeu de mots, pour que ça suscite l'intérêt. Et pour dire, comme vous venez de le dire, écoutez-moi, je parle, j'ai des choses à vous dire, donc prêtez-moi votre oreille. Donc vous pensez que vous avez une voix qui compte, qui doit être audible? Oui, je pense qu'on a tous notre mot à dire pour faire avancer les choses. Donc oui, ma voix, elle compte. Ok, très bien. Alors, on rentre, on parle de nouvelles. On a dit que la nouvelle est caractérisée par la brièveté. C'est très intriguant. Il y a deux nouvelles, Leïla et Le commerce de la chair, qui sont plus que très courtes, qui sont exagérément brèves. Et l'autre problème, ou je ne sais pas si c'est un problème, on a l'impression que ce n'est pas de la fiction. Donc, est-ce qu'on peut toujours parler de nouvelles avec l'histoire de Leïla et le récit qui s'intitule Le commerce de la chair? Oui, on peut toujours parler de nouvelles parce qu'il y a des nouvelles même qui font une page. Souvent même elles font la moitié de la page. Donc ce n'est pas la longueur du texte qui veut donner le sens de nouvelle. C'est est-ce que tu respectes les critères? Est-ce que tu respectes la brièveté? Est-ce que tu respectes les temps verbaux? Est-ce que tu respectes l'histoire, l'intrigue? Est-ce que tu vas jusqu'au bout ou tu t'étales dans les détails comme dans les romans? C'est ça qui donne le caractère de la nouvelle. Règle de la nouvelle, le commerce de la chair. Où est la fiction? Où est là? La fiction. La fiction. Bah, déjà, c'est quelque chose d'imaginé, c'est pas quelque chose de réel, donc je pense que c'est déjà ça la fiction. À moins que vous voulez dire autre chose. C'est vrai qu'on va dire que la fiction est imaginaire, mais il y a la question de l'intrigue qui est portée également. Alors qu'avec Le commerce de la chair, on a de petites histoires d'une phrase de prostituée, une phrase ici, une phrase là. Au final, on se demande, le lecteur se demande, mais quelle est l'histoire qu'on m'a racontée? Bon, déjà, dans Le commerce de la chair, ça parle de prostitution. Comme vous dites, c'est une phrase. Chaque prostituée en griffe donne son histoire sans rentrer dans les détails. Donc c'est ça, vous devez juste savoir le pourquoi sans savoir les détours du pourquoi. Ça veut dire qu'en fait que le lecteur reste sur sa fin avec une phrase. Exactement, c'est ça le but de la nouvelle au fait. Parce qu'une nouvelle, pour qu'elle soit réussie, c'est comme un puzzle. Il ne faut pas que le lecteur trouve la dernière pièce. Donc on se rend compte que peut-être qu'avec Leïla, la fiction, mais avec Commerce de la chair, on n'est pas totalement dans la fiction, on est dans des petits morceaux d'histoire de vie. Mais on pourra en reparler. La nouvelle, pourquoi? On a l'impression que c'est un polar, presque une histoire policière, histoire d'une enquête sur la pédophilie. D'abord, pourquoi avoir choisi d'écrire sur la pédophilie? Bon, déjà, ce que je voulais souligner, c'est que les histoires de ce recueil de nouvelles, je les ai écrites pour la plupart quand j'étais au lycée. Et même, donc des récits de jeunesse. Voilà, des récits de jeunesse, lycée, début, université. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait l'histoire d'un petit, le petit Bouba, qui avait été kidnappé, je ne me rappelle plus trop de la fin, mais je me suis inspirée un peu de son histoire pour dire aux parents de faire attention aux enfants, de bien surveiller les fréquentations et qu'on ne sait pas d'où le mal peut venir. Donc c'est un peu ça le message. Tout à fait, on le perçoit tout à fait, on le perçoit bien. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une critique qui est peut-être souterraine ou implicite. Ça veut dire,
qu'on se rend compte que ce n'est pas les adultes qui résolvent l'enquête. Oui. C'est Emmanuela, la petite fille qui va dévoiler qui serait ou qui est le pédophile en question. Oui. Pourquoi faire porter le poids de la résolution à un enfant? Est-ce pour dire que les adultes sont incapables? Non, je ne veux pas dire que les adultes sont incapables, mais je voudrais dire que souvent, quand tu regardes le monde avec des yeux d'enfant, tu arrives à percevoir des choses que des adultes ne verront pas. Donc, c'est pour aussi attirer leur attention sur ce point pour dire tout n'est pas carré, tout n'est pas rose. Donc, sortez de la raison et puis essayez de vous comporter comme des enfants pour voir des choses que vous ne verrez forcément pas si vous mettez dans la peau d'un adulte. C'est un peu ça le message. Donc, on se rend compte que dans de nombreux romans, je pense à Demain j'aurai 20 ans de Mabankou, je pense à La vie devant soi de Romain Gary, il y a cette volonté pour les écrivains de camper le regard de l'enfant. Pourquoi chez vous, vous aurez pu prendre un policier, par exemple, dire voilà tel personnage qui va faire arrêter Tonton Ndouba. Mais prendre l'enfant, pourquoi passer par l'enfant? Est-ce qu'il n'y a que l'enfant qui peut résoudre le problème de l'enfant? En fait, j'ai remarqué aussi que généralement en Afrique, on n'accorde pas forcément de crédit à la parole d'un enfant. Peut-être il peut se passer une scène où l'enfant était témoin et il va la raconter à peut-être son père ou sa mère ou son grand frère, mais juste parce que c'est un enfant qui la raconte et s'il y a un adulte qui ment, on va tout de suite croire l'adulte que l'enfant. Donc c'est un peu ça aussi que je voulais mettre en avant. Comme pour dire... Une défense de l'enfance. Voilà, pour dire qu'on est quand même des enfants, mais je pense que... Ah, vous êtes un enfant? Non, mais je dis on parce que j'étais petite quand j'écrivais sur ça. Okay. Mais on a quand même une certaine raison qu'on ne peut pas nous arracher parce qu'on est des personnes. Des êtres humains, ils sont dotés de raison. Donc peu importe l'âge, je ne pense pas que... adultes, enfants, adolescents, on a toujours quelque chose à dire. Donc écoutez-nous quand même un temps soit peu, vous verrez qu'il y a un peu de vérité dans ce qu'on raconte. Il y a un peu de vérité, il y a aussi une certaine expérience. Ouais. On pourrait rapprocher vos personnages d'enfants de certains personnages de Kourouma. Je pense à Allah n'est pas obligé, avec Birahima. Il y a cette volonté d'écrire des histoires tragiques, sombres, de vie brisée. Je pense qu'il y a même une nouvelle qui s'appelle La vie brisée, ou Une vie brisée. Pourquoi est-ce que vous êtes tant fasciné par la tragédie? Bon, je pense que ça, c'est mon style personnel. Je sais pas, j'aime bien les fins auxquelles on ne s'attend pas. J'aime pas les fins qui sont toutes roses, où tout le monde est joyeux, parce que le monde, en vrai, il n'est pas que joyeux. Hein. Il y a aussi des endroits, des familles où les fins sont tragiques. Mais pourquoi les écrivains sont-ils tant attirés par les histoires tristes? Je veux dire, il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de belles histoires à raconter, surtout qu'on sait qu'un récit peut avoir une influence sur celui qui le lit. Et que des histoires tragiques. C'est vrai qu'on m'a beaucoup fait la remarque, mais je pense que c'est personnel au fait, ça dépend de chaque écrivain. C'est pas quelque chose de volontaire. Souvent même j'écris les fins et c'est quand on me fait la remarque, je dis ah bon c'est vrai la fin c'est comme ça, je me rends pas compte, ça sort naturellement. Donc peut-être que maintenant que vous faites la remarque, je vais essayer d'embellir un peu plus les fins. Oh non, c'est pas une prescription, c'est juste une question de savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas la seule d'ailleurs. Tellement d'écrivains et d'écrivaines également qui décident d'écrire des histoires sombres et tristes, peut-être pour changer le monde, peut-être bien. Je pense à la nouvelle également qui s'intitule Le couteau. Le couteau aussi, si, sur l'excision. Très triste. Très. On ne va pas dire dévoiler comment l'histoire se termine, mais au final, on pourrait se demander, est-ce que vous pensez qu'écrire permet de guérir? Parce que le personnage d'Ada écrit son histoire, écrit son parcours dans son village jusqu'à l'école. Elle sent encore, vous le dites bien, le brasier entre ses jambes. J'ai retenu l'expression. Est-ce qu'écrire permet de guérir? Écrire, c'est autant une thérapie pour l'écrivain que pour le lecteur. Déjà aussi, parce qu'il y a des lecteurs, quand ils finissent de lire des histoires, ils se disent, bah, moi aussi, je peux essayer comme l'écrivain. Donc, écrire reste une thérapie. La lecture, pareil. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, parce que quand tu écris ou tu racontes quelque chose que tu as vécu, ça te pousse à te rappeler la scène et à l'accepter pour dire, bon, ok, je suis passé par telle étape, telle étape, telle étape. Ça fait partie de mon histoire, mais est-ce que j'ai envie de rester bloqué sur ça ou je veux avancer? Donc, quelque part, tu affrontes le problème que tu évitais. Par exemple, Ada. Puisque vous avez lu, vous voyez bien que le fait de l'avoir vu écrire, à des moments, elle se bloquait. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas aller jusqu'à la fin. C'est quelque chose qu'elle a vécu, elle connaît le déroulé. Mais raconter, c'est comme si ça la bloquait encore. Et le fait d'avoir fini de raconter toute l'histoire, bah, elle s'est rendue compte qu'elle enlevait un gros poids sur elle. Et que le fait de parler, ça te permettait d'affronter le problème. Et c'était plus que bénéfique, au fait. Donc, moi, je pense que... De quoi voulez-vous donc guérir comme écrivaine? De quoi je veux guérir? Moi, bah, vous découvrirez ça dans mon prochain livre.
dans le prochain livre. En attendant le prochain livre, je ne suis pas le seul à poser des questions ici. Nous recevons chaque fois quelqu'un qui a lu le livre et qui a bien envie de poser une question à l'auteur. L'instant lecteur. Il était une voix de série Ozoir Florent-Marie Pascal, un recueil de nouvelles qui fait parler les lecteurs et les lectrices. C'est d'ailleurs une lectrice qu'on reçoit aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir. Naomi Besson, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue sur le plateau d'Entre les lignes. Merci beaucoup. Mais le remerciement, il va à vous, parce que c'est toujours une joie pour nous de vous recevoir, vous les lecteurs, vous qui faites vivre la littérature. Vous avez lu ce recueil de nouvelles? Oui, oui. Donc j'imagine que vous êtes également une très grande lectrice. Bon, pas vraiment, mais je lis parfois. Vous lisez parfois. Donc vous lisez quoi? Quel genre en particulier? Romans, nouvelles, poésie? Les romans. Des romans. Parfait. Même si aujourd'hui c'est plutôt un recueil de nouvelles que l'on a. Et j'imagine que vous avez également une question à poser à Série Ozoir. Oui, oui. Elle est à vous. Bonjour Série Ozoir. C'est un plaisir pour moi de discuter avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous féliciter pour votre livre. Et toutes les histoires sont belles, mais il y a une question qui me fatigue un peu. C'est dans l'histoire intitulée Pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi sa fille a eu du mal à pardonner à une fois. Bonjour Naomi, merci pour l'intérêt que tu portes à mon livre. Alors déjà, il faut savoir que sa fille apparaît dans la nouvelle intitulée Pourquoi, qui parle de la pédophilie, qui est un thème assez délicat d'ailleurs. Et j'aimerais te poser la question, même si je sais que tu ne vas pas me répondre, mais n'empêche que te poser la question. Si par exemple tu te retrouves volé de ton enfance, tu te retrouves souillé par un monsieur en qui tu avais confiance, qui est de surcroît l'un des meilleurs amis de ton papa, est-ce que tu arriverais facilement à passer au-dessus? Sans oublier que le viol dont elle a été victime lui a donné même la stérilité. Donc c'est un peu difficile de passer au-dessus. C'est pour ça que j'ai voulu marquer ce coup par cette histoire. Elle aurait pu pardonner et puis on n'en entendrait plus parler. Mais c'est pour dire que les victimes, des années après, gardent la cicatrice des traumatismes qu'elles ont vécus. Donc c'est un peu le pourquoi du non-pardon de sa fille. Donc vous voulez dire qu'il y a des crimes qui sont impardonnables, même dans l'univers fictif de la littérature, même pour essayer de pousser certaines personnes à dépasser leur traumatisme. Non, tu peux dépasser ce traumatisme-là. Mais après, est-ce que tu arrives facilement à pardonner? Ça, c'est une autre chose. Parce que quand on prend le cas du viol, il y a les flashbacks, il y a les problèmes d'enfantement comme sa fille, il y a peut-être des infections et autres, on ne sait pas. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc je ne voulais pas être trop dans l'imaginaire en disant, lui, elle est passée au-dessus, elle a tout effacé. Non, c'est trop facile parce qu'il y a des personnes, même en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas encore réussi à passer le cap de leur traumatisme. Donc j'ai pensé à ces dernières-là et je me suis dit, bon, quand même, il faudrait que je parle en leur nom. Donc un personnage de fiction très ancré dans la réalité en quelque sorte. Ben oui. Très bien. Merci beaucoup Naomi Besson. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Entre les lignes. Vous revenez quand vous voulez, mais vous restez avec moi le temps que j'annonce quelqu'un d'autre qui va poser une question et qui n'est pas sur le plateau avec nous. La question selfie. Hello, je suis Tasha Dadi et j'ai lu l'œuvre Il était une voix de Série Ozoir. Ma question est la suivante. Est-ce qu'écrire son histoire permettra au personnage féminin d'oublier son passé? Bah, je ne dirais pas que écrire son histoire va lui permettre d'oublier, mais je dirais plutôt accepter la voie de la guérison. Parce que comme je l'ai dit au début, l'écriture c'est thérapeutique. Donc voilà. L'écriture est thérapeutique, mais vous avez refusé de nous dire ce que l'écriture vous permet de guérir en vous ou dans la société. Mais je vous ai dit que vous découvrirez ça dans mon prochain livre. Donc pourquoi dans la mèche? Non, ça sera un roman. Un roman. Ah, ok, très bien. Donc après le recueil de nouvelles, Série Ozoir va maintenant tenter l'aventure romanesque. Bon, on a hâte, on espère vous recevoir ici avec ce roman pour la prochaine saison. Mais en attendant, je crois qu'il déjà, à l'ouverture de votre recueil de nouvelles, il y a un épigraphe, vous dites « Protester, c'est prouver qu'on vit, qu'on suit attentivement ». Et vous avez extrait cette citation-là d'un nègre à Paris de Bernard Dadier. Que représente Dadier pour vous comme écrivaine ivoirienne? Bah, pour tous les écrivains ivoiriens, je pense que Bernard Dadier représente un pionnier, un modèle à suivre parce que c'est l'un des rares écrivains qui était prolixe. C'est-à-dire qu'il a écrit des théâtres, des recueils, des poésies, des romans. Et je pense que c'est ce à quoi nous tous on aspire en tant qu'écrivains, pouvoir s'essayer à tous les genres littéraires.
Et quel est l'écrivain, autre Dadier, qui vous inspire le plus, qui vous a influencé, qui vous a donné envie de raconter vos histoires dans ces nouvelles-là? Il y en a deux. Déjà, la plus ancienne fut Regina Yao, paix à son âme, qui est décédée, que j'ai découvert dans Les Germes de la mort. Et il y a aussi mon mentor, Madame Onsata Ouattara. Ok, Onsata Ouattara, Regina Yao, grande écrivaine ivoirienne à qui on rend hommage, à qui on rendra hommage dans les grandes plumes. D'ailleurs, ici, nous, on rend hommage à des auteurs qui ont marqué l'histoire de la littérature ivoirienne. Place aux grandes plumes. Léonard Miano est né en 1973 à Douala, au Cameroun. Elle s'installe en France en 1991, d'abord à Valenciennes, puis à Nanterre, pour étudier la littérature américaine. La première œuvre de Léonora Miano, L'intérieur de la nuit, reçoit un bon accueil de la critique francophone. Elle reçoit 6 prix. Les Lauriers verts de la forêt des livres, Révélation 2005, le prix Louis Guillou 2006, le prix du premier roman de femme 2006, le prix René Fallet 2006, le prix Bernard Palissy 2006 et le prix de l'excellence camerounaise 2007. Le magazine Lire le qualifie de meilleur premier roman français de l'année 2005. Son deuxième roman, Contour du jour qui vient, reçoit en novembre 2006 le prix Goncourt des lycéens décerné par un jury de jeunes lycéens de 15 à 18 ans. Au printemps 2008, Léonora Miano publie 5 romans dans la collection Étonnant classique du groupe Flammarion. Ils sont regroupés sous le groupe Afropine et autres nouvelles. Son œuvre a la particularité, selon Daniel S. Laranger, de créer à proprement parler une littérature afropéenne consciente des transformations du monde et de l'humanité. Elle défend l'identité afropéenne à l'heure de la mondialisation, qui pourrait régénérer la culture française par le biais de la littérature francophone. Toujours selon Daniel S. Laranger, l'écriture jazzy est fondée sur une culture populaire et musicale intégrant les rythmes impromptus et les rhapsodies propres au jazz. C'est une volonté de l'écrivaine pour éviter l'appropriation culturelle par un occidental. Le contraste entre l'histoire familière pour un spectateur occidental et la distance esthétique, dissociation de la voix et du corps hérité du théâtre japonais crée la surprise et, selon Libération, dépasse la confrontation entre l'Afrique et l'Europe. Léonora Miano, écrivaine camerounaise d'un talent inestimable. On repense à tous ses romans, on pense par exemple au Crépuscule du Tourment ou au dernier Rouge impératrice que nous conseillons à tous les lecteurs et toutes les lectrices de Entre les lignes. J'imagine que vous connaissez Léonora Miano, que peut-être vous l'avez lu. Je la connais de nom, mais je n'ai jamais encore lu ses œuvres. Il faut lire Rouge impératrice, son dernier roman, qui est une immense brique de 900 pages. Il faut. Je pense que 30 pages par jour, on a 900 pages en un mois. Très bien. Donc Bernard Dadier, Regina Yao, Ewi Anka, de quelle façon ces auteurs-là vous ont-ils influencé? Je pense qu'ils ont un point commun. Pour Regina Yao, personnellement, encore une fois, et Onsata Ouattara, ils ont un point en commun qui est écrire facilement. Quand vous discutez avec Madame Onsata Ouattara, elle vous dira ne vous compliquez pas la vie, verbe, sujet, complément, de sorte à ce que même le lecteur lambda, c'est-à-dire un enfant du collège, puisse lire une œuvre qui est peut-être destinée à quelqu'un du lycée ou même de l'université. Donc ne pas vouloir embrouiller le lecteur avec les, comme on dit en Côte d'Ivoire, le gros français, les mots un peu compliqués, c'est ça, écrit simplement. Mais est-ce que l'écriture se résume à
Sujet, verbe et complément. Est-ce que l'écriture, ce n'est pas également créer des personnages qui soient fiables, qui ont une psychologie qui parle au lecteur, qui soient complexes, qui permettent par exemple au lecteur de se poser des questions? Est-ce qu'on peut résumer l'écriture à la simplicité de la phrase? Non, la simplicité de la phrase n'a rien à voir avec la complexité des personnages. Vous pouvez avoir des personnages complexes, mais tant qu'ils sont facilement compréhensibles par les lecteurs, bah, ça passe. Donc au final, c'est quoi écrire? Écrire, c'est simplement raconter la vie de la façon dont on l'aperçoit. Très bien, raconter la vie de la façon dont on l'aperçoit. Phrase complexe, phrase simple, on va laisser le lecteur décider. Histoire tragique, personnages féminins qui finissent plutôt toujours mal. On sait que vous êtes juriste. De quelle façon est-ce que votre parcours de juriste influence votre écriture? Est-ce parce que vous avez vu trop de procès finir mal que vos histoires finissent mal? Non, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse le rapport, mais je dirais mon côté juriste me permet d'écrire des histoires où je cherche à ce qu'on découvre la vérité à la fin, si vous faites la remarque. Parce qu'au début, vous avez dit un peu comme des romans policiers. Je veux vraiment qu'on ait cette part de vérité-là qui soit perçue aux yeux de tout le monde, qui cesse d'être cachée, mais qui soit découverte. Il y a une sorte d'obsession pour la vérité, oui. Pour écrire. Puis un peu changer le monde, un peu la personne qui veut faire appliquer la loi par tous les moyens. Donc je pense que c'est ça mon influence. On remarque la plupart des écrivains, dont Sami Tchak, d'autres écrivains comme Khalis Béala, vont dire que la littérature ne peut pas changer le monde. Est-ce que vous pensez le contraire? Surtout que vous avez une écriture qui cherche la vérité. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que si la littérature ne pouvait pas changer le monde, elle n'existerait pas. Parce qu'on écrit parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tout allait bien, on se contenterait de vivre. Il y a eu tellement de recueils de nouvelles, de poèmes, de romans, de films sur la crise ivoirienne, sur les guerres ivoiriennes, ce qui n'a pas empêché ce qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps. Oui, mais après, vous savez que ce n'est pas la première histoire qui va changer. Tout, il faut quand même qu'il y ait une succession. Donc si la première personne parle et qu'elle se tait, et que les autres après ne prennent pas le pas pour aussi parler, bah, son combat sera nul. Donc il faut pouvoir perdurer ce combat-là. Donc on va dire que la littérature a un pouvoir, elle a un rôle à jouer dans ce monde. Très bien, c'est sur ces mots qu'on va malheureusement se dire au revoir. Sitôt. Ça a été un plaisir, vous l'avez dit si tôt. Peut-être que l'année prochaine on fera un 52 minutes, qui sait, on verra bien. C'était un plaisir pour nous, pour moi en particulier, d'échanger avec vous. On espère vous revoir bientôt pour le roman qui nous permettra de découvrir ce pourquoi vous écrivez, ce qui vous guérit en quelque sorte. Oui. Il était une voix, recueil de nouvelles de Série Ozoa Marie-Pascale. Ça a été un plaisir pour nous d'échanger avec elle. On espère que ce plaisir a été partagé par vous, chers amis de Entre les lignes. On se retrouve la semaine prochaine, mais n'oubliez pas en attendant, lire des livres, des livres. Tu as décrété que Ève était faible parce qu'elle est la plus sensible ou simplement parce que l'égalité dans la différence pour toi te semble inadmissible. Oui, toi, Adam, tu n'as considéré que ta robustesse comme unique critère de distinction entre force et faiblesse. Mais laisse-moi te dire, Adam, que si Ève était faible parce que créée à partir d'une côte, eh bien, la nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte. Adam, si tu étais le plus fort, le Tout-Puissant n'aurait pas jugé opportun de t'envoyer du renfort. Adam, si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes, jamais tu n'aurais été endormi lorsque Dieu créa la femme. Et si la force n'appartenait qu'aux hommes, tu n'aurais certainement pas eu la faiblesse de manger cette pomme. Et si Ève était faible, elle n'aurait pas pu supporter l'enfantement. Et puis de toutes les manières, Ève ne se contente plus de mettre au monde tes enfants. Ève n'attend plus que tu reviennes de la chasse ou de la moisson, parce que Ève a appris à fabriquer une nasse et à aller pêcher du poisson, oui. Ève a compris qu'elle pouvait à elle seule se construire un toit. Oui, Adam, Ève a compris qu'elle n'était pas moins forte que toi. Tu t'es cru le plus fort et le plus valeureux, n'est-ce pas? Mais la Ève que tu as connue, eh bien, est en train de t'emboîter le pas, oui, Ève. Ève est devenue Amazone, savante, professeure, chancelière, souveraine, députée, ministre, artiste engagée. Ève est devenue reine. Ève ne reste plus pantoise dans ton ombre ni dans la tente, parce que la Ève que tu as connue, eh bien Adam, aujourd'hui, c'est une combattante. Mais pas de stress. L'être humain n'est qu'une pièce et nous n'en sommes que les faces. Il n'y a pas lieu de se battre pour savoir qui aura la première place, car chaque chose et chaque être est aussi faible que fort. Et la femme n'est pas le sexe faible, je le proclame haut et fort dans ce chant. Jacob
fangati musofe. Hey, hey, Joko fangati musofe. Jole kote, neko viale. Neko viale. Joko fangati musofe. Neko viale. La femme n'est pas le sexe faible. Je le proclame haut et fort. La